Dans le monde de l'automobile, il existe de nombreuses marques dont les voitures impressionnent par leur luxe exceptionnel, leur valeur inestimable et leur design audacieux. Parmi elles, une place particulière revient à Lamborghini, un constructeur de voitures de sport exclusives, célèbre dans le monde entier pour ses modèles fantastiques, considéré comme le sommet de l'ingénierie et un rêve pour les riches et les célébrités. Les revenus annuels de l'entreprise dépassent 2 milliards de dollars, ce qui témoigne de la popularité colossale et de la stabilité de cette marque. Cependant, bien que ces voitures soient principalement achetées par des personnes aisées, des personnalités célèbres et des stars, l'histoire de la création de Lamborghini commence avec des origines modestes. Son fondateur est un humble fils de fermier, élevé par une famille simple venant d'un petit village italien. Les parents du futur constructeur automobile le reprochaient à plusieurs reprises pour son intérêt pour les expérimentations techniques et les jouets de type Toy Car, car il consacrait son temps non pas au travail au champ ou à l'aide à la ferme, mais à étudier de vieux tracteurs et mécanismes. Cela était peu accepté dans le village, où chacun valorisait le travail dans la terre et la stabilité de l'entreprise familiale. Pourtant, le jeune Fuccio Lamborghini, malgré les conjectures et les jugements, sentait intuitivement qu'il détenait un talent particulier. Après avoir servi dans l'armée et avoir été fait prisonnier pendant des opérations militaires, son expérience et ses connaissances lui furent très utiles. Il utilisa toutes ses compétences et son savoir pour créer un petit atelier, dans lequel il commença à fabriquer ses propres tracteurs. Pour cela, il réutilisait et adaptait du vieux matériel militaire, le restaurait et le modifiait selon ses besoins. Personne à l'époque ne pouvait prévoir que ses débuts modestes et apparemment simples donneraient naissance à l'une des plus grandes entreprises italiennes de construction mécanique, et par la suite, au créateur de légendaires voitures de sport populaires dans le monde entier, la marque Lamborghini. Le fondateur lui-même, Fuccio Lamborghini, naquit le 28 avril 1916 dans un village tranquille appelé Renazzo, situé dans le nord de l'Italie. À cette époque, le pays était sous l'ombre de la Première Guerre mondiale, et lorsque la guerre se termina en 1918, la situation économique de l'Italie n'était guère florissante. Le pays souffrait de pénuries alimentaires, de troubles et d'une détresse, des émeutes dans les villes et villages. Une tension sociale et une pauvreté modérée devenaient une réalité quotidienne. Malgré ces temps difficiles, la famille Lamborghini parvint à préserver sa simplicité et sa stabilité. Le père de Fuccio, Antonio, possédait une petite cave viticole qui assurait à la famille un approvisionnement complet en raisins et en vin. Ce n'était pas seulement une source de revenus, mais aussi un héritage familial transmis de génération en génération. C'est cette ferme qui devint une partie de sa vie, de ses origines et de sa fierté. Le petit Fuccio, dès son plus jeune âge, a été contraint de travailler aux côtés de son père dans les vignes, en aidant lors de la récolte, en s'occupant des rangées de vignes et en préparant le produit à la vente. Du matin tard dans la nuit, il ressentait que sa place était près des rangées de raisins, dans les champs poussiéreux et parmi les arbustes parfumés. Cependant, un jour, tout a changé. Une vieille tracteur a été amenée à la maison, devenant une véritable trouvaille pour la famille. Cette vieille machine a radicalement simplifié le travail pénible dans les champs, libérant les agriculteurs de l'obligation d'effectuer des opérations manuelles fastidieuses. En peu de temps, leur agriculture est devenue moins fatigante et la famille a pu élargir l'exploitation, consacrer des efforts au développement du vignoble. Mais, hélas, ce vieux tracteur était trop usé, bruyant et peu fiable. Il se cassait fréquemment et nécessitait des réparations constantes. Malgré ses défauts, le jeune Fuccio n'était pas comme cela. Il était captivé, fasciné par cette machine. Il éprouvait pour elle une passion sincère. Il démontait et remontait avec enthousiasme pendant des heures, observant le fonctionnement intérieur de cette machine vintage, essayant de comprendre pourquoi elle fonctionnait ainsi, et pas autrement. Peu à peu, la curiosité enfantine s'est transformée en une véritable passion, en quelque chose de plus, un hobby, voire une forme d'obsession pour la technique. Au début, son père ne prêtait pas beaucoup d'attention à cela, pensant que l'intérêt de son fils était une simple passion passagère qui finirait avec le temps. Mais plus Fuccio grandissait, plus la mécanique et la technique l'attiraient. Il rêvait d'une profession où il pourrait créer, régler et améliorer des machines. Il aspirait non seulement à travailler dans les vignes,
mais à créer, à construire des moteurs, à inventer de nouveaux moyens de transport pour l'avenir. Cependant, décider d'étudier l'ingénierie n'était pas une décision facile pour lui. Dans une famille où le travail agricole et l'agriculture étaient la base de l'existence, il se posait une dilemme difficile. Toute la famille Lamborghini était fière de son héritage, transmis de génération en génération. Il était l'aîné de 5 enfants et ressentait une responsabilité particulière pour préserver l'entreprise familiale. Le confier à une école d'ingénieurs signifiait abandonner la ferme, laisser derrière la tradition familiale. Mais pour le jeune Fuccio, une chose était claire, il ne pouvait pas garder sa passion enfermée en lui. Il ne pouvait pas ignorer son désir de créer et d'expérimenter. Un soir, après beaucoup de réflexion, il prit son courage à 2 mains et décida de demander à son père sa bénédiction pour étudier. Il s'approcha de lui et, avec une voix tremblante, lui fit part de sa demande. Au début, Antonio resta longtemps silencieux, contemplant son fils. Et ce n'est qu'après une conversation difficile et inexplicablement lourde qu'il comprit qu'il était impossible de faire changer d'avis le jeune homme. La famille dut prendre une décision. Le jeune reçut l'autorisation d'étudier, et son rêve de devenir ingénieur devint peu à peu une partie de leur réalité. Et ainsi, malgré tous les doutes et la résistance intérieure, Antonio finit par décider de lui accorder sa bénédiction. Ce n'était pas simplement une approbation formelle, mais plutôt un acte de confiance et de reconnaissance de ses aspirations et de son talent. Dès le lendemain matin, le jeune homme, propriétaire d'une voiture Lamborghini puissante et élégante, quitta sa ville natale de Renaso pour se rendre dans la lointaine ville de Bologne afin de poursuivre ses études à l'Istituto Tecnico Fertelitadia. Cet établissement jouissait d'une excellente réputation, formait des spécialistes talentueux et possédait une riche histoire, ce qui attirait de jeunes talents venus de tout le pays. Après plusieurs années d'études assidues et l'obtention d'un diplôme en design industriel, une profession qui exigeait non seulement de l'imagination et un sens artistique, mais aussi des connaissances en ingénierie et des compétences pratiques, il devint non seulement étudiant, mais aussi un véritable professionnel dans son domaine. Inspiré par ses succès, il décida de poursuivre sa voie en suivant un apprentissage auprès d'un maître forger, doté d'un grand savoir-faire et d'une vaste expérience. Ce maître, avec qui il travaillait avec dévouement et application, lui révélait toutes les subtilités de la forge, les secrets du travail du fer, ainsi que ceux de l'art du soudage, ce qui constitua une étape importante dans la formation de Ferruccio. Ce furent précisément ses ateliers et cette pratique qui lui permirent, par la suite, de décrocher un emploi dans la plus importante et prestigieuse usine de la ville, une entreprise appelée Kawai Riki. À l'époque, cette industrie était spécialisée dans l'entretien et la réparation de divers véhicules pour l'armée italienne. Grâce à sa diligence et aux connaissances acquises lors de ses formations chez le forgeron, Ferruccio acquit des compétences précieuses qui, plus tard, allaient façonner son parcours de vie et professionnel. Il assimila les nuances et astuces du travail sur les mécanismes, les systèmes d'ingénierie et la métallurgie, ce qui fit de lui un professionnel recherché. Lorsqu'il atteignit l'âge de 18 ans, le destin le ramena dans sa ville natale de Renaso, où il décida de s'associer avec un ami proche pour ouvrir son propre atelier, une branche spécialisée dans la réparation de machines et de mécanismes. Ces années furent relativement paisibles et équilibrées pour lui. Il vivait en harmonie avec lui-même, consacrant son temps à sa passion, la restauration et la réparation de tracteurs, camions et autres machines que lui confiaient ses clients. Pendant son temps libre, il aimait acheter dans de vieux garages ou chez des amis des voitures d'occasion et les restaurer avec passion. Son plaisir suprême était simplement de rouler sur les routes rurales, ressentant la liberté et le plaisir de la vitesse comme une échappatoire. Mais le destin, comme toujours, était plein de surprises. 5 ans après l'ouverture de son atelier, le monde fut à nouveau plongé dans le chaos et la destruction. La guerre, la Seconde Guerre mondiale, éclata, s'abattant sur toute la planète. Mais cette fois, la situation était tout autre. Cette fois, Ferruccio ne se contenta pas d'observer la guerre se dérouler à distance depuis un territoire sûr. Il se retrouva au cœur même de la tourmente. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté en 1940, Ferruccio a été conscrit dans les forces aériennes royales italiennes. Ses compétences techniques n'ont pas passé inaperçues,
et il a été envoyé là où il pouvait être utile, à la base de garnison italienne sur l'île grecque de Rhodes. Sa mission principale consistait à réparer et à entretenir des tracteurs et des camions diesel utilisés pour le transport militaire. Ces 3 années ont été pour lui une période de croissance professionnelle intense, car il est passé du simple mécanicien à un véritable maître dans son domaine, accumulant les connaissances et l'expérience nécessaires pour réparer des équipements militaires complexes. Au moment où, en 1943, l'Italie a capitulé et s'est rendue, Ferruccio possédait déjà de solides compétences et était devenu un professionnel dans le domaine de la mécanique et de la réparation. Mais la situation s'est compliquée. Hitler, anticipant une possible trahison de l'Italie, prépara ses plans et stratégies. Les forces allemandes, armées et préparées, ont rapidement montré leur puissance et, après la capitulation de l'Italie, ont pris le contrôle non seulement de Rhodes, mais aussi de presque toute l'Italie. Sur l'île de Rhodes, les troupes allemandes ont expulsé tous les soldats italiens, ne laissant personne rester ou se rendre. Mais Ferruccio, un homme au caractère tenace, a trouvé un moyen de rester sur l'île. Il a convaincu la commandement allemande de lui permettre de rester et d'ouvrir son propre atelier de réparation et d'entretien de machines. Il voulait continuer à travailler, mettre à profit ses connaissances et aider les militaires tant que la situation restait tendue. Cependant, le cœur de la guerre, sa chaîne infinie de changements et de destruction, ne s'est jamais vraiment effacé. Peu de temps après, les forces allemandes ont commencé à subir des défaites, et la situation devenait de plus en plus critique chaque mois. En 1945, lorsque la victoire semblait inévitable, les forces alliées ont pris le contrôle de Rhodes. À ce moment-là, Ferruccio a été capturé et fait prisonnier, devenant l'un des nombreux détenus sur un territoire occupé. Pourtant, même en captivité, son talent technique a été reconnu à nouveau. Les forces américaines et alliées ont montré de l'intérêt pour ses compétences, et il a été considéré comme l'un des spécialistes détenus chargés de réparer et d'entretenir leur transport et leur équipement. Ce travail est devenu une étape essentielle de sa vie future. 1 an s'est écoulé, et grâce aux efforts et à la diplomatie, il a été libéré et autorisé à retourner dans sa patrie, en Italie. Mais le retour au pays n'a pas apporté à Ferruccio la même joie. La guerre avait laissé derrière elle des destructions, et l'économie du pays était en pleine déliquescence. La monnaie italienne avait perdu toute valeur, l'économie était en perte de stabilité, et l'avenir semblait incertain. Malgré toutes ces difficultés, il n'a pas baissé les bras. En utilisant ses compétences techniques, il ouvrit un petit atelier, un lieu où il réparait tout ce qui pouvait être restauré, à commencer par la technologie d'après-guerre, les camions et les tracteurs encore présents après la guerre. Il était sincèrement dévoué à son métier et poursuivait avec obstination ses efforts, imaginant de nouvelles idées pour la reconstruction. Peu après, il rencontra une femme avec laquelle le destin allait bientôt le lier. Elle s'appelait Kalia Monti, et elle était une jeune fille locale qu'il avait rencontrée lors de la guerre, lorsque leurs chemins s'étaient croisés. Il mit tous ses espoirs en l'amour et l'union avec Kalia, rêvant d'un avenir radieux, d'une vie paisible et heureuse après toutes les épreuves et difficultés qu'ils avaient traversées ensemble. Pendant une période où il semblait que toute sa vie aurait dû perdre espoir en un avenir meilleur, quelque chose d'étonnant se produisit. Sa foi en l'avenir se raviva. Tout commença par un événement important. En 1947, sa femme donna naissance à leur premier enfant, un petit garçon nommé Tanino. Ce fut un moment de joie qu'il, en tant qu'homme ayant traversé de nombreuses épreuves, n'avait pas anticipé. Lorsque le médecin lui annonça à voix basse la naissance du fils, Foucault ressentit soudain en lui une vive émotion, un tremblement qui emplissait son cœur. Cette joie lui sembla si intense qu'il n'avait jamais rien connu de semblable auparavant dans sa vie. Il sentit son âme se remplir d'espoir, comme un rayon de soleil au bout d'un long tunnel sombre qui éclairait la voie à suivre. Mais, hélas, cette harmonie lumineuse fut de courte durée. Dès qu'il demanda avec enthousiasme au médecin des nouvelles de sa femme, son visage se déforma. Une lueur étrange et inquiétante perça dans ses yeux. À cet instant, Foucault comprit que quelque chose de très grave s'était produit. En quelques secondes, son cœur s'immobilisa, envahi par l'appréhension. Le médecin lui expliqua immédiatement que sa femme, Cléa,
était décédé lors de l'accouchement, tout cela étant survenu alors qu'il n'avait vu son nouveau-né qu'un bref instant. À cet instant, tout s'effondra en lui. Il resta seul. Un sentiment d'incrédulité, de choc et de peur envahit son cœur. Il eut l'impression d'être plongé dans un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. Mais ce n'était pas un rêve. Toute cette scène horrible devint sa nouvelle réalité, la dure vérité face à laquelle il dut faire face. Pour accepter une telle perte, son cœur sombra dans une profonde, irrémédiable dépression. Il évitait autant que possible le monde qui l'entourait, cherchant refuge dans le travail, devenu pour lui une sorte de sanctuaire et un moyen d'oublier sa douleur intérieure. Chaque matin, il commençait par des travaux physiques pesants, espérant que s'immerger dans le travail l'aiderait à oublier et à réduire l'abîme de douleur dans lequel il était plongé. Pourtant, un jour, le destin intervint dans cette sombre situation en lui envoyant un message bref mais d'une importance cruciale. Une prière venue d'un lointain, qui finit par le sortir de l'abîme de la souffrance et changer radicalement son chemin de vie. En plus de la lourde tragédie liée à la perte de la femme qu'il chérissait, Foucault fit face à un autre problème tout aussi sérieux, d'ordre financier. Ses affaires ont commencé à décliner. Son entreprise semblait comme bloquée dans une impasse. La sensation de désespoir était si vive qu'il commençait sérieusement à se demander s'il pourrait un jour offrir à son fils la vie qu'il rêvait de lui donner. Le temps passait, et les anciens camions de charge et tracteurs qu'il réparait ne pouvaient plus assurer la stabilité et le revenu qu'il souhaitait tant. Il devenait de plus en plus difficile de revenir au rêve d'un avenir meilleur. Il avait besoin de quelque chose de plus grand, de plus ambitieux. À l'instant le plus inattendu, le destin lui a en fait donné une idée. Tout a commencé par un message très urgent qu'il a reçu lors d'une de ses matinées habituelles. Son père lui demandait de venir d'urgence à la ferme, car un imprévu était survenu. Le tracteur du vignoble était cassé, et sans aide, il ne pourrait pas repartir. Sans perdre une seconde, Foucault a laissé tout ce qu'il faisait et s'est enfui vers la ferme de son père. Pendant qu'il travaillait sur la réparation du tracteur, il écoutait attentivement toutes les plaintes et déceptions de l'homme plus âgé. Il a appris que le prix du carburant était devenu insupportable et que la fiabilité des tracteurs laissait à désirer, car les pièces de rechange neuves coûtaient très cher et la plupart des machines se cassaient souvent. Et c'est alors qu'il a eu une révélation. Il a compris que ce n'était pas seulement son père qui souffrait de ces problèmes. Des milliers d'agriculteurs partout en Italie se retrouvaient dans la même situation. En effet, à cette époque, l'Italie, comme toute l'Europe, avait besoin d'une relance économique rapide, ce qui nécessitait de renforcer l'agriculture et la production alimentaire. Cependant, la modernisation des exploitations agricoles devenait très difficile. Les tracteurs nécessaires pour travailler la terre devenaient prohibitivement coûteux à cause de l'augmentation des prix des moteurs et des composants après la guerre. De plus, les prix du carburant, suite aux restrictions imposées après la guerre, avaient explosé et les agriculteurs ne pouvaient même plus se permettre d'alimenter leurs machines. Dans ce contexte, Foucault a soudain compris. Son pays avait besoin de nouvelles solutions. Il a décidé qu'il pouvait aider en créant un type de tracteur totalement nouveau. Un modèle pas seulement abordable, mais aussi beaucoup plus économique en carburant que ceux existants. À cette époque, puisqu'en Italie, lors des ventes aux enchères, on utilisait encore des restes de matériel militaire. Il a vu une opportunité. Le gouvernement vendait l'équipement militaire obsolète laissé par la guerre pour financer la reconstruction du pays. Et à ce moment-là, grâce à son expérience avec le matériel militaire et les véhicules des deux camps, il a compris que cela lui donnait un avantage considérable. Il a commencé à économiser ses fonds et s'est immédiatement rendu à une vente aux enchères. Là, il a acheté un vieux moteur britannique de marque Morris à un prix très avantageux, nettement inférieur à celui d'un neuf, ce qui était pour lui une vraie chance de lancer quelque chose de totalement nouveau. Lorsqu'après une longue journée de travail, Foucault est rentré dans son atelier, il a immédiatement commencé à perfectionner son invention, sachant qu'on ne doit jamais se reposer sur ses lauriers dans cette affaire. Son objectif était de rendre le moteur encore plus économique et fiable. C'est pourquoi il décida d'installer un pulvérisateur de carburant spécial, ce qu'on appelle un atomiseur, dans le moteur.
Cette idée novatrice s'avéra véritablement brillante, car elle permettait de lancer son tracteur d'abord à l'essence, qui, malgré son coût élevé, assurait un démarrage rapide et fluide, puis, une fois la machine en marche et prenant de la vitesse, de passer à un carburant diesel beaucoup moins cher. Cette innovation simple, en apparence, offrait aux fermiers des possibilités doubles. D'un côté, assurer le bon fonctionnement de la machine, et de l'autre, réduire considérablement les coûts d'exploitation, ce qui devenait particulièrement crucial dans un contexte d'augmentation constante du prix du carburant. Le processus d'amélioration ne fut pas immédiat. Il dura plusieurs mois, au cours desquels Furuokyo ne ménagea ni ses forces ni son temps, travaillant souvent jusque tard dans la nuit, sans même essayer de se reposer pleinement. Afin de réduire les coûts, il utilisa un châssis de taille plus modeste et se mit à recomposer des pièces qu'il pouvait trouver dans les restes d'autres engins militaires. Car à l'époque, il disposait de pas mal de telles pièces détachées, puisque la technique militaire n'était pas jetée sans réflexion et était souvent mise au rebut. Peu à peu, morceau par morceau, sa construction artisanale commença à prendre forme définitive. Et après de longues semaines de travail acharné et d'expérimentation constante, il acheva enfin la fabrication de son Code 6 unique, une machine qui suscita à la fois surprise et admiration chez ses proches et ses voisins. Le premier à tester cet appareil innovant fut son père. Au début, le père Furuokyo regardait l'invention avec un scepticisme évident, doutant de sa fiabilité et de son praticité. Cependant, lorsque, en premier lieu, il démarra le moteur et prit la route dans le vignoble, ses doutes se dispersèrent. La machine fonctionnait parfaitement. Elle était puissante, fiable et surtout économique. Ce résultat le bouleversa et l'inspira. Enfin, son père vit en cette création de son fils quelque chose de plus qu'un simple bricolage. Une véritable révolution dans l'agriculture, capable d'aider les petits paysans à soulager considérablement leur travail quotidien. Fort de ce succès sur le terrain, Antonio commença à exhiber fièrement sa Code 7 à ses voisins et connaissances, racontant comment son fils avait fabriqué un engin unique, capable de remplacer les tracteurs classiques tout en économisant sensiblement du carburant et de l'argent. Bientôt, la nouvelle de cette merveille technologique se répandit dans les villages et hameaux voisins comme une traînée de poudre. Les fermiers de toutes parts commencèrent à venir chez Furuokyo pour voir de leurs propres yeux cette invention révolutionnaire et peut-être l'acquérir pour leurs exploitations. Ainsi, un petit projet né du besoin d'aider la famille à résoudre des difficultés financières s'était transformé en quelque chose de bien plus grand. Il s'est créé tout un business. La ferme est devenue une usine. Et au début, Fuko se limitait toujours à assembler un seul tracteur par semaine, travaillant dur avec un minimum d'outils et de ressources. Mais sa technologie s'est révélée si efficace et abordable que la demande a rapidement augmenté, et il a commencé à recevoir de nouvelles commandes presque tous les jours. Ce qui était particulièrement remarquable, c'est que, grâce à l'étonnante économie et fiabilité de ses machines, les clients continuaient à faire appel à lui, et le flux de commandes augmentait de manière stable. Cette vague soudaine de popularité et de demande aurait pu devenir un vrai casse-tête si Fuko avait travaillé seul. Mais comme il n'avait ni grand atelier de production, ni aide régulier, il a vite ressenti la fatigue et la surcharge de travail. Cherchant à résoudre ce problème, il a décidé de demander une aide à la banque et de solliciter un crédit pour agrandir sa production et améliorer le niveau de ses machines. Malheureusement, à l'époque, les institutions financières étaient très conservatrices, surtout dans un contexte où toute l'économie du pays était encore instable après la récente guerre, et le crédit était octroyé très lentement ou rejeté complètement. Les banques privilégiaient peu la confiance aux nouvelles petites entreprises, surtout en ces temps difficiles. En attendant, la situation à la maison devenait de plus en plus tendue. Les commandes continuaient d'affluer sans relâche, et les clients commençaient à perdre patience. Attendre devenait de plus en plus difficile, et la pression des acheteurs augmentait de jour en jour. Le soir et la nuit, Fuko travaillait sans relâche, s'efforçant de suivre toutes les instructions pour ne pas décevoir ceux qui croyaient en sa technologie et avaient hâte de recevoir leur machine. Un matin, son père entra dans la forge et remarqua immédiatement le visage fatigué, les profondes rides et les yeux fixants dans le vide de son fils. Écoutant attentivement le récit des difficultés rencontrées par le jeune fermier,
Antonio lui fit immédiatement une proposition d'aide. Il était prêt à tout risquer, même à mettre en gage ses terres familiales, pour aider son fils à obtenir le crédit nécessaire. À ce moment-là, la décision n'était pas simple. Miser sur la réussite impliquait des risques, car si l'argent ne pouvait être remboursé à temps, la famille perdrait sa seule et très précieuse terre, ce qui serait une vraie tragédie pour le père. Mais pour l'avenir de son fils et de sa ferme, il décida de tenter sa chance. Foucault, de son côté, prit la décision ferme d'agir immédiatement. Il rassembla une petite équipe de spécialistes et commença à acheter de grandes quantités de moteurs. D'abord, environ 1000 moteurs de marque Quat 8, destinés à la fabrication de nouveaux tracteurs plus puissants et de meilleure qualité. Il étendit sa production en créant une société distincte, baptisée Quat 9. Dès les premiers pas de cette organisation, son équipe parvint à améliorer significativement la technique, en lançant une nouvelle gamme de modèles qui conquit rapidement le marché. Progressivement, grâce à un développement constant et à des améliorations, il commença à créer des constructions de plus en plus complexes. Et en 1952, son entreprise fabriquait déjà entièrement des tracteurs et des machines à chenilles équipés de moteurs diesel propres. L'introduction de ces nouveaux moteurs fut une véritable révolution. Ils étaient beaucoup plus puissants, plus économiques en carburant et moins coûteux à fabriquer que les anciens modèles. Grâce à cela, Foucault put réduire le prix de ses équipements, les rendant encore plus attractifs pour les agriculteurs. En conséquence, ces tracteurs commencèrent progressivement à occuper une place honorable sur le marché, évinçant la concurrence et renforçant la réputation de son entreprise. Les temps évoluaient, ainsi qu'à ce moment précis, Ferruccio entra dans une période exceptionnelle, très favorable. Il ne fallut qu'1 an et le gouvernement italien lança un nouveau programme de soutien aux agriculteurs. Désormais, ils pouvaient obtenir un crédit pour l'acquisition de matériel agricole moderne, fabriqué en Italie. Cette initiative se révéla très utile et avantageuse pour ceux qui travaillaient dans l'agriculture, car l'État leur offrait la possibilité d'acheter du matériel à des conditions favorables. Grâce à ces mesures de financement, les agriculteurs et les producteurs de matériel agricole furent fortement encouragés à étendre et moderniser leur activité. À ce moment-là, Ferruccio possédait un avantage exceptionnel, car il avait déjà commencé à utiliser ses propres moteurs dans ses tracteurs, ce qui rendit ces machines encore plus compétitives et attrayantes pour les acheteurs. Et, ce qui importait le plus, ces tracteurs répondaient désormais aux critères du nouveau programme gouvernemental, lui permettant de jouer un rôle parmi ses participants. Cette nouvelle devint un véritable tournant pour l'entreprise. De telles transformations ne pouvaient qu'avoir un impact sur ses finances. Le profit augmentait rapidement, la production s'accroissait littéralement devant les yeux, et la popularité des modèles Lamborghini Trattori atteignit un niveau que précédemment en Italie n'avaient atteint que les plus grands fabricants nationaux de matériel agricole. À la fin des années 50, cette marque était devenue l'une des plus connues et des plus vendues dans le pays, réalisant chaque année des milliers d'unités. Ce succès était également lié au fait qu'à cette même période, l'Italie traversait une période de prospérité économique, portant une impulsion puissante qui favorisait le développement rapide de diverses branches industrielles. Ferruccio comprenait que c'était là sa chance de réaliser pleinement ses ambitions, et il en profitait résolument. Très vite, il alla encore plus loin. En 1960, il élargit ses activités en lançant la production de systèmes de chauffage et de climatisation. Ce nouveau projet devint rapidement une autre entreprise importante et très rentable, générant d'excellents revenus et renforçant la position de sa société sur le marché. En combinant ces deux secteurs prospères, la machinerie agricole et les systèmes de contrôle climatique, Ferruccio Lamborghini a renforcé sa situation matérielle et est devenu l'une des personnes les plus riches de son pays. Son nom est rapidement devenu célèbre à travers toute l'Italie. On parlait de lui comme d'un innovateur, d'un homme d'affaires et d'un industriel capable de toujours trouver de nouvelles opportunités, même dans les situations les plus difficiles. Personne à l'époque ne pouvait imaginer qu'il atteindrait bientôt un autre sommet de sa renommée, surpassant tous ses succès précédents, et que son nom deviendrait célèbre à une échelle totalement nouvelle, dans un monde où personne ne s'attendait à sa venue. Enrichi par sa fortune, Ferruccio s'est entouré de luxe, savourant les fruits de son succès.
Son loisir favori est devenu le bon vin, la cuisine raffinée et des voitures rapides. En particulier des modèles de grand tourisme luxueux, conçus pour de longs trajets et des voyages confortables. Sa collection automobile s'est étoffée de nombreuses marques prestigieuses. Parmi elles figuraient Mercedes, Jaguar, Maserati, Alfa Romeo et Ferrari. Ces voitures coûteuses et prestigieuses témoignaient de son goût raffiné et de son statut social. Cependant, malgré sa richesse immense et la diversité de ses voitures, il lui restait toujours un petit défaut qui empêchait de profiter pleinement de ses voitures chics et élégantes. Ce défaut était particulièrement visible sur sa Ferrari 250 GT, la plus précieuse et la plus chère de toute sa collection. Étonnamment, c'était justement cette voiture, la plus prestigieuse et la plus convoitée, qui devenait la source des plus grandes déceptions, car son mécanisme, notamment l'embrayage, se détraquait constamment lors de la conduite à haute vitesse. À chaque problème d'embrayage, Ferruccio se tournait vers l'atelier Ferrari qui le assistait et le remplaçait. Mais malgré de nombreuses réparations, le problème persistait et l'embrayage échouait encore et encore, surtout lors d'accélérations brusques ou de passages rapides dans les virages à grande vitesse. Il comprenait que cela ne pouvait être une simple coïncidence, et il voulait comprendre ce qui provoquait ces défaillances. Ainsi, lorsqu'il a été contraint de changer son embrayage à plusieurs reprises sur sa Ferrari, il a décidé d'entreprendre quelque chose de complètement exceptionnel. Il a conduit la voiture à son atelier de tracteur, confiant à l'un de ses mécaniciens les plus fiables le soin de démonter complètement la voiture pour déterminer précisément la cause de la panne. C'est lors de cette inspection minutieuse qu'une découverte surprenante et plutôt désagréable a été faite. L'embrayage monté dans sa Ferrari était totalement identique en conception et en matériaux à celui utilisé dans ses tracteurs Lamborghini. Cela signifiait qu'il payait 10 fois moins cher pour une pièce équivalente destinée à ses machines agricoles que pour la même pièce proposée par Ferrari, pas moins de 1 000 € par embrayage. Cette révélation a profondément déçu Ferruccio. Il sentit que sa situation personnelle, matérielle et son honneur en tant qu'entrepreneur étaient menacés, car il réalisa qu'il payait un produit très coûteux tout en recevant la même pièce, en termes de qualité et de conception, à un prix beaucoup plus bas. Ne voulant pas rester dans la dette et réfléchissant à ce qui s'était passé, Ferruccio décida de prendre les choses en main. Il améliora lui-même l'embrayage, car il comprenait qu'il pouvait le rendre meilleur et plus fiable. Fort de ses nouvelles connaissances et de son expérience, il se rendit à l'entreprise Ferrari pour s'inscrire personnellement à un rendez-vous avec sa direction et, de manière professionnelle, partager ses observations et conclusions concernant leurs produits. En réalité, ces actions n'avaient pas pour but de provoquer un conflit ou de faire du scandale. En tant qu'ingénieur de formation et de profession, il voulait plutôt faire une recommandation constructive avec de bonnes intentions. Il pensait qu'en tant qu'expert en mécanique, il pouvait aider Ferrari à perfectionner ses voitures, et il agitait cette volonté sincère de contribuer. Mais, malheureusement, sa rencontre avec la direction de cette célèbre entreprise italienne ne se déroula pas du tout comme il l'espérait. À cette époque, il était connu que Enzo Ferrari, homme inflexible et extrêmement émotif, avait peu de patience pour les critiques, surtout lorsqu'elles venaient d'un plus petit constructeur, comme un fabricant de tracteurs ou le propriétaire d'un petit centre automobile. Il était impulsif, parfois très irritable, et il était difficile à convaincre. Lorsqu'il Ferruccio tenta de faire remarquer les faiblesses de conception des modèles Ferrari et proposa ses solutions, M. Ferrari refusa totalement de l'écouter. Il déclara que ses voitures étaient parfaites et que tous les problèmes provenaient simplement d'un mauvais comportement de conduite ou de l'inexpérience du pilote. À la fin de l'entretien, sans chercher de compromis, Enzo adressa à Ferruccio une remarque acerbe, qui devint comme un coup dur pour l'ingénieur italien. « Mieux vaut rester à faire des tracteurs. Moi, je m'occupe de produire des voitures de sport. » Ces mots et cette réaction changèrent radicalement ses futurs plans et sa destinée. Ce moment devint un point de rupture qui supplantait à jamais ses espoirs de collaboration amicale et d'échange d'idées motivants. Au lieu d'être écouté et apprécié, il fut rejeté et mis dans une position désagréable,
ce qui constitua pour lui une leçon désagréable, mais instructive. Pour Fuccio, cette insulte fut si humiliante qu'elle le blessa profondément et devint le point de départ d'un changement radical dans sa vie. Marchant dans les rues de la ville, comme aveuglé par la vengeance et le désir de prouver son exceptionnalité, il prit une décision capitale: créer sa propre voiture de sport, qui dépasserait en qualité et fiabilité les meilleurs modèles tels que Ferrari, et fixerait de nouveaux standards de luxe et de perfection. Il était fermement convaincu qu'il pourrait construire un véhicule qui deviendrait le sommet de l'ingénierie automobile de luxe et de sport, et conquérirait le cœur des amateurs d'automobiles les plus exigeants du monde entier. Son rêve était de créer la meilleure voiture de luxe sportive au monde, combinant puissance, élégance et confort impeccable. Contrairement à Ferrari, qui était célèbre pour son prestige, mais souvent décevante à cause de la complexité de maintenance et de la faible fiabilité, Fuccio envisageait d'offrir à ses futurs propriétaires un service de la plus haute qualité et une attention rigoureuse aux détails. Il faisait de cette mission sa priorité, afin que ces voitures ne soient pas seulement de classe mondiale par leur performance, mais aussi parfaitement entretenues, pour que chaque propriétaire se sente spécial et important. C'est pour cette raison qu'en 1963, profondément inspiré par son nouveau projet d'affaires et par son désir de révolutionner l'industrie automobile, Fuccio fonda une société appelée Lamborghini Automobile. Après la création de l'entreprise, il se mit en quête immédiate des meilleurs ingénieurs italiens afin de les intégrer à son équipe et de réaliser son rêve audacieux. Parmi les premiers spécialistes se trouvaient des concepteurs talentueux tels que Giotto Bizzarini, Franco Scaglietti et Gelo De Laura, tous ayant déjà une riche expérience chez le célèbre constructeur Ferrari. En se regroupant, ces professionnels se donnèrent pour mission de créer une voiture de sport unique, capable d'être la couronne des réalisations architecturales et de la perfection esthétique. Leur objectif était de développer une voiture à haute dynamique, capable d'atteindre des vitesses exceptionnelles tout en offrant une fiabilité, un confort et une douceur de conduite inégalées. La principale difficulté rencontrée par l'équipe dirigée par Fuccio était la contrainte de temps. Seulement 4 mois pour concevoir un prototype. Un délai si court semblait presque impossible à réaliser, frôlant la science-fiction. Surtout qu'il s'agissait de créer une voiture destinée à rivaliser avec les meilleurs acteurs du segment Gran Turismo, qui occupait légitimement parmi les premiers rangs mondiaux. La volonté ardente de surpasser Ferrari troubla tellement Fuccio qu'il décida, malgré tout, de présenter sa nouvelle voiture lors du Salon de l'automobile de Munich, qui devait avoir lieu cette même année, donc dans seulement 4 mois. Il voulait que sa machine soit exposée devant le public, là où se rassemblaient les meilleurs constructeurs et passionnés du monde entier, et il était déterminé à réussir à tout prix. Pour cela, lui et son équipe travaillaient sans relâche, jour et nuit, sans pause, donnant tout ce qu'ils avaient. Fuccio utilisa activement l'infrastructure de son usine de tracteurs pour accélérer le processus, transformant sa base de production en quelque chose de bien plus qu'une simple usine de matériel agricole. Il considérait ce projet comme une affaire d'honneur personnel et voulait utiliser au maximum toutes les ressources pour amener la voiture à la étape finale le plus rapidement possible. Ainsi, lorsque, en novembre 1963, la célèbre foire automobile s'est ouverte à Munich, l'équipe avait presque terminé le travail sur la carrosserie et l'aspect extérieur de la future voiture. Mais elle faisait face à un problème sérieux. Le moteur n'était pas encore prêt. Malgré cela, Fuccio refusa d'abandonner. Il donna l'ordre à ses ingénieurs de remplir le compartiment moteur avec des briques, afin d'imiter approximativement le poids futur de la voiture et de créer l'illusion qu'un moteur y était installé. Il était convaincu que l'essentiel était de faire impression par l'aspect général et le design, et que le moteur manquant pourrait être rattrapé plus tard. Et pour que personne ne remarque que le moteur n'était pas encore installé, l'équipe maintenait toujours le capot fermé et empêchait toute vue extérieure. En réalité, cette astuce fonctionna presque. Les visiteurs et les journalistes, admirant la silhouette raffinée de la voiture et son intérieur luxueux, ne posèrent aucune question concernant le cœur de l'engin, totalement absorbé par l'esthétique de la machine. Ce risque en valait la peine, surtout que le design de la voiture était si impressionnant et élégant, et l'intérieur si somptueux et cher qu'aucun spectateur ne s'intéressa à l'état du moteur ou à la partie motrice.
En voyant cette réaction, Fuccio se sentit envahi d'une nouvelle confiance. Il prit conscience que le chef-d'œuvre qu'il avait créé mériterait la reconnaissance et deviendrait un véritable triomphe. Il était convaincu que, dès que le moteur serait installé et mis en marche, la voiture dépasserait toutes les attentes. C'est pourquoi, immédiatement après avoir terminé les travaux sur la motorisation, il donna sans délai l'ordre de lancer la production en série. 50 mois après le début des travaux, le premier produit critique vit le jour. La Lamborghini 350 GT. Ce fut un chef-d'œuvre technique, combinant puissance, élégance et ingéniosité. Il reposait sur un moteur V12 puissant, associé à une boîte de vitesse à 5 rapports. La voiture était équipée de 4 disques de frein et d'une suspension indépendante sur toutes les roues, ce qui en faisait l'une des meilleures voitures sportives de son époque, capable d'assurer une maniabilité exceptionnelle et un confort élevé. Au cours des 2 années suivantes, seulement 120 de ces voitures furent produites et vendues, ce qui permit à Fuccio de faire ses premiers pas importants dans le renforcement de sa réputation dans le monde des voitures de luxe. Et bien que son objectif soit d'éclipser nettement Ferrari, cette tâche était encore loin d'être accomplie. Pour atteindre de nouveaux sommets, il redoubla d'efforts, en perfectionnant constamment la conception et les caractéristiques techniques de sa voiture. En conséquence, son premier modèle évolua vers une version plus avancée, la modèle appelée Quattrocento GT. Pendant cette période, certains des meilleurs ingénieurs de la société travaillaient non seulement sur la ligne principale, mais aussi en secret à la création d'une toute nouvelle voiture de sport à moteur central, inspirée des technologies de la Formule, qui s'apprêtait à devenir une étape importante dans la quête des sommets de l'industrie automobile mondiale. Cette idée représentait une véritable révolution par rapport au modèle habituel et bien établi de grandes voitures de tourisme qui existaient à l'époque. Contrairement à ses prédécesseurs, ces voitures se distinguaient non seulement par leur silhouette exubérante et unique, mais aussi par des performances exceptionnelles, ce qui les rendait incomparables avec tout autre véhicule sportif de l'histoire de l'automobile. Le projet, ainsi que la conception qu'il sous-tendait, était si audacieux et hors norme qu'il aurait fait sensation si elle avait été révélée au grand public. Cependant, l'aspect le plus crucial était que le développement de cette voiture restait un secret, même pour Fuccio, car il était formellement opposé à l'idée de créer des voitures de course. Il avait déjà connu une expérience négative quelques années auparavant, liée à sa participation aux courses automobiles. Il avait été l'un des concurrents de la célèbre Quat 11 dans son pays, qui se déroulait en 12e année du siècle dernier. C'était l'une des courses les plus populaires et en même temps les plus difficiles en termes de tracé et d'exigence pour les pilotes de toute l'histoire des compétitions automobiles. Lors de cette course, Fuccio eut un terrible accident. Son véhicule heurta un café de rue et perdit le contrôle en se jetant contre un mur, laissant derrière lui destruction et peur. Ce moment dur et décisif resta à jamais gravé dans sa mémoire et devint un traumatisme psychologique qui le dissuada longtemps de participer à nouveau à des compétitions automobiles. Malgré cela, l'équipe Lamborghini ne renonçait pas. Elle croyait fermement que leur nouveau design, ses traits uniques et son apparence révolutionnaire pouvaient changer radicalement le marché des voitures de sport. Les travaux sur ce projet se poursuivaient parallèlement et en secret, sans que Fuccio en soit informé ou qu'il donne son accord, car il restait opposé à toute participation aux courses et aux compétitions sportives en général. Cependant, lorsqu'un jour Fuccio apprit par hasard l'existence d'un prototype créé par l'équipe, il ne fit pas obstacle à son développement futur. Bien au contraire, il décida de donner une chance au projet et de ne pas le compromettre, voyant dans cette idée audacieuse, exotique et innovante une opportunité d'attirer encore plus d'attention et de reconnaissance envers sa marque. Et c'est ainsi, ses doutes concernant les courses de sport laissèrent place au désir de souligner l'unicité et l'originalité du concept. Malgré son incertitude intérieure, il comprenait que ce sont précisément ces qualités qui pouvaient faire ressortir sa nouvelle voiture parmi de nombreux concurrents. Il se demanda alors que créer une telle voiture inhabituelle et audacieuse était une chance de porter sa marque à un nouveau sommet de popularité et de prestige. Et il n'aurait jamais imaginé que ce projet deviendrait ce moment décisif qui rendrait son entreprise véritablement légendaire. Lorsqu'en 26,
un modèle nommé Mura est arrivé sur le marché, il a immédiatement capté l'attention du monde automobile. Cette voiture a amorcé une concurrence avec tous les précédents coupés sportifs en termes de vitesse. Elle est devenue la voiture de série la plus rapide jamais réalisée à ce jour, durant tout le deuxième millénaire. Sa conception avancée et son design innovant ont été rapidement reconnus comme les premiers supercars au monde, uniques, futuristes et en même temps très belles. La Mura n'avait pas seulement d'excellentes performances en termes de vitesse, elle est devenue un élément essentiel de la culture mondiale. Elle était activement photographiée et discutée non seulement par des amateurs de voitures professionnelles, mais aussi par des stars du cinéma, de la musique et du show business, la transformant en une icône culte. De plus, le positionnement du groupe motopropulseur, à l'arrière, dans le centre de la voiture, est rapidement devenu la norme pour toutes les voitures de sport haute performance produites dans les décennies suivantes. Cela signifiait que Fuso n'avait pas seulement dépassé avec succès son plan initial, surpassé en vitesse et en moteur le concurrent italien, mais qu'il l'avait fait avec un effet saisissant, dépassant réellement toutes les attentes. Et, ce qui est important, il prenait soin de ses clients. Contrairement à de nombreuses autres marques prestigieuses, comme Ferrari, Lamborghini s'efforçait toujours de montrer une attention particulière à ses propriétaires. En cas de panne ou de dysfonctionnement, la société envoyait immédiatement un mécanicien chez le client, même si cela nécessitait de faire appel à un avion, et accompagnait la situation d'une lettre avec de sincères excuses. Ce service impeccable et cette attention à la qualité ont encore renforcé la réputation de Lamborghini et attiré de nouveaux admirateurs. Ce soin propre à la marque, la qualité de ses produits et son service exceptionnel ont apporté à l'entreprise une grande renommée et en ont fait l'une des meilleures du segment des voitures de luxe. Au fil des années, la gamme de modèles s'est constamment enrichie de véhicules emblématiques et mémorables, parmi lesquels se distinguaient particulièrement des voitures légendaires telles que l'Espada, le Quote 1, la Quote 2 et l'Huraco. Dans le haut du panier de la luxe et de la vitesse, le légendaire Kanch est particulièrement entré dans la renommée, devenant la voiture la plus discutée de l'histoire de l'industrie automobile. Chaque nouveau modèle confirmait le statut élevé de la marque et la supériorité de son fondateur. Toute l'industrie sentait que l'aventure de Fuso avançait vers le succès, son nom étant invariablement associé à l'innovation, au luxe et à la performance exceptionnelle. Cependant, derrière cette prospérité et ces triomphes se cachait la plus grande épreuve, celle qui menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Il se trouvait au seuil d'une étape particulièrement difficile de sa vie, confronté à un défi capable de mettre en péril toute sa carrière et ses réalisations. Le premier coup dur fut la difficulté qui commença au début des années 70, la faillite à laquelle la société Lamborghini Trattori fut confrontée. À cette époque, l'entreprise traversa une crise financière inattendue et exceptionnelle. Il s'agissait d'une grosse commande passée par le gouvernement bolivien, 5000 tracteurs destinés à devenir une étape clé pour la croissance de l'entreprise et son expansion vers de nouveaux marchés. Ce contrat promettait d'accroître sensiblement les revenus de la société et d'assurer sa prospérité. Et avant que la transaction ne soit totalement conclue, tout changea brusquement. En Bolivie, une crise politique éclata, plongeant le pays dans un chaos profond, et l'accord fut effroyablement annulé sans préavis. Lorsque cette nouvelle terrible arriva à Fuso, qui se trouvait alors chez lui à la villa, il fut profondément bouleversé. Sa respiration se coupa d'émerveillement et de soucis. Rapidement, il devint clair qu'il avait investi une somme énorme d'argent dans des crédits pour augmenter considérablement la production et se préparer à une future vague de prospérité financière. Cependant, toutes ses attentes furent anéanties. Il se retrouva avec des dettes, et son entrepôt fut rempli de centaines de tracteurs invendus, impossibles à vendre désormais. En même temps, il dut faire face à d'autres difficultés. La société Quote 12, avec laquelle il collaborait depuis longtemps et espérait réussir, connaissait également des temps difficiles. Les années de retard dans le lancement de modèles clés, tels que la Euro et la Countach, avaient fait que la production de l'entreprise accusait un retard par rapport à ses concurrents. Tandis que d'autres constructeurs automobiles lançaient déjà de nouveaux modèles avec rapidité,
Attirant toujours plus l'attention et la demande des clients, Lamborghini, en difficulté, ne parvenait pas à les rattraper rapidement. Dans un contexte où les deux clusters, ses affaires et ses concurrents, luttaient douloureusement pour leur place sous le soleil, Fuchsau prit en 1972 une décision difficile mais unique, vendre 15% des actions de Lamborghini. En faisant cela, il espérait au moins en partie rembourser ses dettes et tenter de maintenir l'entreprise à flot, même s'il comprenait que cela pourrait toujours être insuffisant pour une reconstruction complète. La situation continuant de se dégrader, il fut forcé, en 1973, de céder tout son secteur tracteur, le vendant à une société concurrente appelée Same, qui disposait de réserves financières suffisantes pour sauver l'entreprise de la faillite. En lui-même, Fuchsau ressentait encore une profonde tristesse. Il ne pouvait dissimuler son chagrin face à la perte de ce qui avait été autrefois sa fierté et sa principale source de revenus. Mais, malheureusement, sa chance ne s'arrêta pas là. Des épreuves encore plus difficiles l'attendaient dans le futur, et la majorité d'entre elles étaient hors de sa capacité de prévenir. En 1970, débuta la crise pétrolière mondiale, plongeant l'économie mondiale dans une récession. En conséquence de la chute du prix du pétrole, une crise massive a éclaté, touchant la majorité des secteurs, et l'industrie automobile en particulier. Parmi ce chaos, l'entreprise Lamborghini a été particulièrement durement frappée. Ses modèles, caractérisés par une consommation excessive de carburant et une puissance extrême, étant littéralement hors compétition dans ce nouvel environnement. Toute l'industrie a connu un déclin profond, et ni Ferrari, ni Porsche, ni Maserati n'ont pu échapper aux conséquences de cette crise. Cependant, Lamborghini, en tant que jeune entreprise disposant de réserves financières limitées, a été l'une des premières à ressentir fortement les difficultés. Dans une tentative de sauver la société, Fuchsau a pris des mesures de réduction des coûts, d'optimisation des processus de production et même commencé à expérimenter avec des modèles plus économiques pour s'adapter à la nouvelle situation du marché. Mais ces efforts se sont avérés insuffisants. À l'époque des difficultés économiques, personne ne voulait acheter des voitures coûteuses et largement luxueuses. En cessant de lutter contre ces difficultés financières et en comprenant que la situation pourrait seulement empirer, Fuchsau a décidé de prendre une retraite anticipée. En 1974, il a entièrement vendu ses actions restantes de Lamborghini. Avec ses 49%, il n'espérait plus redresser la situation. Pour lui, cette transaction a été la reconnaissance qu'il avait déjà fait ses preuves en créant les meilleures voitures au monde, surpassant même en qualité et en style certains modèles Ferrari. Par la suite, il a transmis la gestion de sa société de fabrication de matériel de chauffage et de ventilation à son fils Tannino, et s'est installé dans une petite ville italienne où il a mené une vie paisible, éloigné de l'activité publique, retrouvant son ancienne passion pour l'agriculture. Cependant, même pendant cette période de repos bien méritée, Fuchsau ne pouvait abandonner le rêve de son propre projet. Il a décidé de se lancer dans la production et la vente de vins de qualité. Et à la veille, il a créé de zéro une entreprise viticole prospère, ce qui a été une nouvelle preuve de son talent entrepreneurial exceptionnel et de son énergie inépuisable. Ce projet est ainsi devenu pour lui un nouveau chapitre de sa vie et une preuve que son esprit ne connaît pas de limites. Il a vécu ses dernières années heureux et est décédé à l'âge de 93 ans, suite à une crise cardiaque. Après sa mort, la famille a pris le contrôle de la propriété viticole, et le souvenir de ses nombreuses réalisations est resté gravé à jamais dans l'histoire, comme le symbole d'un talent brillant, d'une énergie indomptable et d'un esprit entrepreneurial sans fin. En même temps, les nouveaux propriétaires de Lamborghini, ceux qui ont continué à collaborer avec lui après la vente des actions, n'ont pas réussi à sortir de la crise provoquée par le choc pétrolier et les difficultés financières. En conséquence, en 2008, l'entreprise a connu un krach final et a été contrainte de faire une liquidation totale, disparaissant à jamais du paysage automobile. 3 ans après une excursion dévastatrice dans l'histoire de l'entreprise, qui appartenait auparavant à des passionnés italiens, elle fut acquise par des Français, 2 milliardaires, frères de sang, originaires de France. Ces entrepreneurs ont racheté l'usine à un prix nettement réduit, seulement 3 millions de dollars, ce qui peut être considéré comme une opération très avantageuse,
compte tenu du potentiel de la marque et des possibilités de développement futures. Depuis l'acquisition, ils ont pris en charge la gestion, et leurs efforts ont permis de redonner un peu de vie à l'éclat et à la réputation de la célèbre marque Lamborghini. Ils ont à plusieurs reprises investi d'importantes sommes d'argent dans la création de nouveaux modèles de voitures. Parmi eux est apparu ce que l'on appelle un coupé sportif puissant et inhabituel nommé Yelpa, ainsi que le premier tout-terrain de l'histoire de l'entreprise, désigné LM2. Malgré ses plans ambitieux et ses investissements considérables, le financement a rapidement commencé à s'épuiser, et à mesure que les ventes ne répondaient pas aux attentes et que la production de nouveaux modèles devenait de plus en plus complexe et coûteuse, la gestion de la société s'est retrouvée menacée. En conséquence, en 1987, les Français ont pris une décision difficile: vendre Lamborghini à une grande société américaine, Chrysler, pour 25 millions de dollars. Le nouveau propriétaire a ainsi eu la possibilité d'utiliser un capital plus important, ce qui a permis de moderniser considérablement la production et d'étendre les capacités de la société. L'un des accomplissements les plus notables a été le développement et la sortie de la Lamborghini Diablo, une supercar vive, impressionnante et très fiable, qui est devenue un atout majeur de la voiture, ainsi que l'un des modèles les plus reconnaissables et demandés du segment premium. La Diablo a rapidement gagné en popularité parmi les passionnés de supercars partout dans le monde. Elle était réputée non seulement pour son design éclatant et exotique, mais aussi pour sa grande fiabilité et ses performances. Ce véhicule est devenu le premier de l'histoire de la marque à dépasser la barre des 200 miles par heure, ce qui en a fait un accomplissement unique et a complètement changé la perception des capacités des sportscars italiens. Il a occupé une place honorable parmi les voitures légendaires, devenant l'un des symboles de son époque et une œuvre culte de l'art automobile. Malheureusement, au début des années 90, une récession économique s'est abattue comme un éclair sur l'ensemble du secteur de l'automobile. Chrysler, confronté à de graves difficultés financières et à la nécessité de sauver l'entreprise, a décidé de revendre Lamborghini, cette fois en 1994. Le nouveau propriétaire était un groupe d'investissement indonésien ayant offert 40 millions de dollars pour la société. Cependant, ce conglomérat, malgré de grandes ambitions, rencontrait d'importantes difficultés dans la gestion de la construction automobile en raison d'un manque d'expérience dans ce domaine. De plus, en 1997, une nouvelle crise financière a secoué la région asiatique, frappant encore plus durement son économie et nuisant aux activités de Lamborghini. En conséquence, elle a dû mettre la marque en vente à nouveau. Cette fois, en partie grâce à la chance, un consortium américain Volkswagen, groupe de fabricants automobiles comprenant la marque Audi et d'autres marques célèbres, a montré de l'intérêt pour la marque italienne. Finalement, en 1998, Lamborghini est passé sous la direction du géant allemand de l'automobile, qui a payé 110 millions de dollars pour l'acquérir. Le potentiel de Lamborghini a été précisément évalué par la direction d'Audi, qui a pleinement conscience de l'importance de moderniser et d'améliorer la qualité de l'industrie automobile. Ils ont élaboré un plan incluant l'introduction de technologies modernes, l'amélioration des processus de production et l'utilisation de la précision ingénierie allemande dans la création de produits, auparavant caractérisés par la passion et le style italien, mais parfois inférieurs en fiabilité. En 2011, sous la gestion du groupe Volkswagen, une nouvelle gamme de modèles Lamborghini a été lancée sous le nom de Murcielago. Ce modèle est immédiatement devenu un symbole non seulement de vitesse élevée, mais aussi de luxe, d'expression esthétique et de design original, devenant l'un des véhicules les plus remarquables du XXIe siècle. Grâce à son apparence exceptionnelle et à ses caractéristiques techniques remarquables, le Murcielago est rapidement devenu un phénomène culturel, attirant de nombreux fans à travers le monde et s'étant particulièrement imposé sur le marché américain. Depuis lors, Lamborghini a connu une véritable renaissance, montrant des progrès et un développement extraordinaire. L'équipe de direction de cette entreprise a notamment réussi à lancer sur le marché de nouveaux modèles très performants, tels que la Gallardo, l'Aventador et la Huracan. Chacun d'eux est un exemple éclatant de la façon dont les technologies modernes et les approches innovantes permettent d'élever la qualité et la performance à des niveaux extrêmes
établissant de nouvelles normes dans le segment des supercars. Cependant, le véritable tournant est arrivé en 2018, lorsque Lamborghini a présenté au monde son modèle, sans aucun doute, le plus populaire et reconnaissable, l'Urus. Ce SUV est un exemple étonnant de la combinaison d'éléments autrefois considérés comme incompatibles. Il a adopté l'esprit sportif, un design reconnaissable et une dynamique excellente, caractéristiques des voitures de sport, tout en offrant le confort et la fonctionnalité propres aux véhicules tout-terrain. Grâce à ses qualités, à sa dynamique supérieure et à son style unique, l'Urus a réussi à attirer une nouvelle génération de clients haut de gamme, auparavant peu familiers ou peu intéressés par Lamborghini. Les ventes de ce véhicule ont atteint des sommets records, et le modèle a redéfini la conception de ce que doit être un SUV de luxe moderne. En conséquence, Lamborghini non seulement a renforcé ses positions de leader sur le marché mondial, mais a aussi établi de nouvelles normes dans la catégorie des SUV d'élite, combinant qualité exceptionnelle, puissance et style. Aujourd'hui, la marque Lamborghini occupe une position assurée dans le monde des voitures de luxe, avec une valeur estimée à environ 11 milliards de dollars, témoignant d'une reconnaissance importante et d'une stabilité sur le marché de l'industrie automobile haut de gamme. Chaque année, cette entreprise commercialise plus de 10 000 véhicules, ce qui constitue un chiffre d'affaires impressionnant, surtout en tenant compte de l'exclusivité et des normes élevées de qualité auxquelles elle adhère. Parmi tous ces produits, le modèle Urus occupe une place particulière, représentant plus de la moitié de la production annuelle totale de l'entreprise. Ce succès est dû à la popularité du SUV, qui combine luxe, puissance et capacité tout-terrain, faisant de lui l'un des véhicules les plus reconnaissables et demandés de la marque. L'histoire de la légendaire Lamborghini remonte à des époques reculées, mais ses pages les plus étonnantes sont liées au destin d'une personne dont le parcours a été si exceptionnel et dramatique qu'il en est difficile à concevoir sans une part d'imagination. Cet homme est un agriculteur de vignobles qui, à une époque, n'était pas seulement un cultivateur, mais aussi un prisonnier de guerre. C'est justement son expérience de vie unique qui a constitué la base de la création de quelques-unes des voitures les plus emblématiques et attrayantes au monde. Inspiré par la passion pour la vitesse, le luxe et l'ingénierie de pointe, il a réussi à transformer ses rêves en réalité, en fondant une entreprise qui est aujourd'hui un symbole d'exclusivité, d'innovation et de design inégalé, Lamborghini. L'avenir de cette marque peut être considéré comme brillant et prometteur, car grâce à son héritage et à une innovation continue, elle continue de tenir sa position parmi les leaders de l'industrie automobile, en surprenant et en captivant de nouveaux admirateurs à travers le monde. Tout cela résulte de l'histoire étonnante d'une personne qui a commencé par un travail simple dans les vignobles pour finir par créer une compagnie qui mérite d'être reconnue comme l'une des marques les plus attrayantes et exotiques du secteur automobile.